Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir selon le lieu où vous vous situez. C'est pour nous un grand plaisir de revenir dans le cadre de cette session, vous recontacter, échanger encore dans le cadre de cette sixième session consacrée au séminaire sur le business plan. Je ne saurais insister encore davantage sur le fait qu'il s'agit d'un échange d'expériences. Cet exercice, vous l'avez demandé et j'ai été ravi également de vous servir gratuitement pendant cette période de la COVID-19 parce que c'était la moindre des choses que je pouvais faire pour les entreprises de la sous-région et pour le développement du secteur privé de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie du thème que nous avons commencé le samedi dernier. Alors, ce thème, il est relatif aux activités et à la surface financière, à la situation financière. Mais avant d'aborder le thème, je voudrais encore une fois vous remercier toutes et tous pour l'interaction qu'il y a eu dans le cadre de ce séminaire. Vous avez été nombreux à nous envoyer des messages pour poser des questions, pour contribuer, pour mieux comprendre également. Alors, des nombreux messages que nous avons reçus, je voudrais juste en choisir trois. D'abord, un grand dirigeant d'entreprise qui vient de la Côte d'Ivoire, un directeur général d'une société importante qui est basée en Côte d'Ivoire, qui nous a posé la question suivante. Est-ce que vous pouvez revenir sur la différence entre le plan stratégique et le business plan? Le business plan qui, comme vous le savez, est appelé également plan d'affaires en français. Alors, comme j'ai eu l'occasion de le dire, le plan stratégique est le plan global de l'entreprise. Vous savez qu'aujourd'hui, de nombreux stratèges ont compris que la rentabilité, la croissance et la compétitivité sont bien plus le résultat d'une supériorité stratégique que davantage due à la dimension ou à la surface financière. C'est fort de cela que de nombreuses entreprises maintenant ont élaboré des plans stratégiques qui sont des documents qui vont régir l'entreprise sur des durées qui peuvent aller à 5 voire 7 ans. En fait, ces plans traduisent la vision du directeur général, mais également analysent les forces et faiblesses de l'environnement, enfin, je dirais les opportunités plutôt et les menaces de l'environnement, diagnostique cette fois-ci les forces et les faiblesses de l'entreprise, et puis maintenant, sur cette base-là, établissent des objectifs stratégiques, mais aussi des objectifs spécifiques et déclinent des plans d'action. Maintenant, dans le cadre de ces plans stratégiques, il peut y avoir des projets. Ce sont ces projets-là qui, une fois choisis et que le management décide de leur mise en œuvre, que là, on attaque ce qu'on appelle, bien entendu, les business plans. Les business plans qui sont des plans d'affaires pour montrer si oui ou non le projet pour lequel le business plan est fait est viable ou pas, est bancable ou pas. Donc voilà un peu ce que je voudrais encore repréciser concernant la différence entre le plan stratégique, effectivement, et le plan d'affaires qu'on appelle business plan en anglais. Un grand consultant international du Sénégal alors, est revenu sur le capital que nous avons abordé la dernière fois
pour suggérer que nous puissions également relier ce capital-là effectivement à l'objet du projet. Il a tout à fait raison parce que, comme je le disais la dernière fois, le capital social est pratiquement la première garantie que les promoteurs mettent en place lorsqu'ils sont en affaires. Ils croient à l'affaire et puis ils se disent nous avons besoin d'un capital pour pouvoir démarrer. Donc ça, c'est vraiment une donne très importante, le capital social. Il est vrai également que ce capital social, comme je le disais la dernière fois, doit être à un niveau extrêmement important pour pouvoir montrer vos ambitions. Maintenant, il est vrai également qu'en fonction des secteurs, ce capital peut être moindre ou plus consistant. Si vous prenez le cas des secteurs comme le secteur du commerce, le capital exigé ou requis n'est pas du même niveau que lorsqu'il s'agit d'une activité à haute intensité capitalistique. Je pense par exemple à la métallurgie, à l'industrie lourde, parce que là, les investissements demandés sont trop importants. Enfin, nous avons un expert financier du Burkina Faso qui est également revenu, mais lui, il a fait juste une contribution qui est très intéressante par rapport effectivement à la posture d'évaluation des business plans. Les business plans qui sont soumis à des banques de développement, et nous avons pris comme référence la BOAD parce que c'est la maison que nous connaissons le mieux pour y avoir séjourné pendant 8 ans, et je le remercie également pour sa contribution. Maintenant, nous allons démarrer effectivement l'activité de ce jour. Nous allons parler de deux choses très importantes là aussi. Ce sont les activités de l'entreprise, mais également la situation financière. Alors, pour la situation financière, je pense que les directeurs généraux qui ont jusqu'ici suivi le séminaire devraient peut-être s'adjoindre les chefs comptables, les directeurs administratifs et financiers pour que vraiment l'interaction soit beaucoup plus judicieuse pour tout le monde. Alors, en ce qui concerne les activités, les banquiers de développement, dès que vous leur soumettez un projet d'extension et modernisation, ils voudraient savoir qu'est-ce que vous avez fait dans votre expérience en termes d'activité. En d'autres termes, sur les 3 dernières années, parce que d'habitude l'analyse est faite sur les 3 dernières années, qu'est-ce que vous avez eu à faire comme activité, mais surtout en volume. J'insiste beaucoup sur le terme en volume. Parce que voyez-vous, si votre chiffre d'affaires est passé de, par exemple, de 1 milliard à 1,5 milliard, ensuite à 2 milliards, c'est une bonne chose dans l'absolu. Mais ça peut ne pas être dû à une augmentation, une croissance de vos activités en volume. Ça peut être dû tout simplement à un effet monétaire. Ça peut être dû au fait qu'entre-temps, les prix ont augmenté, et ça peut cacher une baisse d'activité. C'est pourquoi ces activités en volume, c'est très important de les analyser sur les 3 dernières années, voir également, vous, votre productivité, mais également votre compétitivité par rapport à vos concurrents, par rapport au secteur, effectivement, aux normes définies dans le secteur, les différentes normes. Et puis maintenant, ça vous permettra de voir si vous êtes dans la bonne trajectoire ou pas. Maintenant, venons-en aux états financiers. Les états financiers, comme vous le savez, lorsque vous communiquez un dossier à un banquier du développement, il aura besoin de 3 choses. Des états financiers certifiés, bien entendu, d'abord. Il faudrait dire que ça doit être des états financiers certifiés par le commissaire aux comptes. Mais ces états financiers doivent comporter 3 éléments. D'habitude, les gens insistent beaucoup sur les 2, c'est-à-dire le compte de résultat, c'est-à-dire le bilan de l'entreprise, mais les gens oublient toujours ce qu'on appelle le hors-bilan.
le hors-bilan. Le hors-bilan, c'est-à-dire l'ensemble des engagements que vous avez pris mais qui ne sont pas reflétés dans le bilan, mais aussi l'ensemble des engagements que vous avez reçus mais qui ne sont pas toujours comptabilisés dans le bilan, qui ne sont pas comptabilisés également dans le compte de résultat. Ces états financiers, vous devez les avoir sur les 3 dernières années là aussi, parce que la banque voudra étudier le trend, c'est-à-dire l'évolution. La banque voudra avoir, par exemple, là on est en 2020, voudra avoir les exercices financiers de 2017, les exercices financiers de 2018, les exercices financiers de 2019, et pourquoi pas une situation provisoire pour 2020. Parce que, n'eût été le Covid, je suis sûr que beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises auraient déjà fonctionné depuis longtemps. Donc, ça permet de voir si les 3 dernières années-là, est-ce que vous êtes dans une bonne direction encore. Alors, ce qu'il faut également dire, c'est que ces bilans sont certifiés, certes, mais n'oublions pas que nous allons entrer dans une phase d'analyse financière. C'est pourquoi ces bilans, ces états financiers doivent être retraités de manière à passer de simples bilans comptables à des bilans financiers. Et les retraitements, c'est important parce que si vous attendez d'abord que le banquier vienne vous évaluer pour faire ce travail, vous allez perdre du temps. Et souvent, dans les banques de développement, il y a tellement de dossiers qu'ils reçoivent qu'il faut aller vite à l'essentiel. Il faut donner le maximum d'informations leur permettant de commencer l'instruction et d'aller beaucoup plus vite pour qu'il n'y ait pas encore de nouvelles demandes d'informations. En quoi consiste le retraitement? Je vais vous donner quelques petits exemples peut-être pour dire en quoi consiste ce retraitement. Par exemple, si nous prenons le cas de l'actif, alors vous savez qu'il peut y avoir des non-valeurs dans les immobilisations. C'est de les enlever de là-bas, bien entendu en diminution des fonds propres. Alors, vous savez également que vos immobilisations peuvent prendre de la valeur. Il peut y avoir une différence entre vos immobilisations bilancielles qui sont au bilan et leur valeur, la valeur réelle de ces immobilisations. Parce qu'au bilan, vous avez la valeur nominale, mais aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas du terrain, la valeur peut être beaucoup plus importante. Donc là, vous pouvez calculer une plus-value que vous allez effectivement inscrire en augmentation au niveau de vos fonds propres. Je voudrais également donner un autre exemple, c'est le cas des stocks. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des stocks outils, c'est-à-dire un stock minimum qui en général est dans l'entreprise. Mais ce stock-là pourrait être assimilé à des actifs à long terme, à moyen et long terme, et être rangé encore, non plus dans des actifs circulants, mais également être rangé dans des actifs immobilisés, donc en haut du bilan. Mais également, c'est la même chose pour les effets. Il peut y avoir, vous pouvez avoir des effets escomptables, mais qui peuvent être assimilés tout de suite à de la trésorerie. Là, vous pouvez faire ce retraitement-là. Sans compter que dans vos créances ou vos prêts à des tiers, vous pouvez avoir des prêts qui dépendront des échéances, et là, vous les rangez en fonction des échéances. C'est comme au niveau du passif avec les capitaux propres. Vos capitaux propres, vos fonds propres plus précisément, vous pouvez avoir votre résultat avec l'Assemblée générale qui a décidé de les distribuer en partie en dividendes et l'autre partie en réserve. Mais vous n'avez plus le droit financièrement de faire rester vos dividendes effectivement dans vos fonds propres. Voilà quelques exemples, pour ne pas être très long, de retraitements que vous pouvez faire pour aller effectivement à des bilans financiers, et ce sont naturellement ces bilans qu'il faut analyser. En gros, l'analyse financière telle que faite par les institutions financières se base sur le compte des résultats, sur le bilan également retraité, et
En ce qui concerne le compte de résultat, ce qui est recherché fondamentalement, c'est de voir s'il y a des évolutions. C'est de voir si la profitabilité est structurelle en fonction des différents soldes de gestion, des soldes tels que, par exemple, la production, tels que la marge brute, tels que la valeur ajoutée, tels que les résultats d'exploitation, tels que l'excédent brut d'abord, tels que les résultats d'exploitation ensuite, tels que également le résultat financier, tels que le résultat avant impôt, tels que le résultat exceptionnel ou encore le résultat net. Il s'agira de faire des comparaisons également par rapport aux normes du secteur, de manière à ce que vous soyez sûr que vous êtes dans la bonne tendance en matière de progression et que globalement la gestion elle est bien respectée selon les normes définies, mais également selon les meilleures pratiques dans le secteur. En ce qui concerne le bilan, nous avons l'habitude de nous poser quelques questions de fond. Est-ce que, oui ou non, les investissements sont correctement financés? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que l'outil de production est vétuste ou pas? Troisièmement, est-ce que l'exploitation génère des besoins de financement à court terme importants? Ensuite, est-ce que l'entreprise est confrontée à des problèmes de trésorerie? Et enfin, cinquièmement, en termes d'endettement, est-ce que le niveau d'endettement est tellement important par rapport à vos fonds propres existants que cela pose des problèmes? Voilà un certain nombre de questionnements que le banquier du développement va se poser, des repères qu'il aura, des balises qu'il aura à mettre dans son analyse pour pouvoir voir si réellement vous êtes, oui ou non, dans la bonne direction. Alors, cette analyse du bilan et du compte de résultat va conduire naturellement à des analyses beaucoup plus poussées sur la base de logiciels. Et ces logiciels de la banque, qui sont très importants également, qui sont très importants, vont permettre à la banque de bien maîtriser, vous, votre capacité d'autofinancement, l'évolution de cette capacité d'autofinancement. Va permettre à la banque également de mesurer l'évolution de votre structure financière. Est-ce que vous dégagez un fonds de roulement suffisant? Est-ce que ce fonds de roulement, comparé à votre besoin en fonds de roulement, vous permet d'avoir une trésorerie intéressante? La banque va aller également jusqu'au tableau de financement. La banque va aller également jusqu'à calculer si vous avez un DAFIC, c'est-à-dire un solde après le financement de l'investissement et de la croissance. Et également, la banque va également jusqu'à calculer également des ratios pour voir si vos différents équilibres sont respectés. C'est le cas, par exemple, du ratio de résultat, c'est le cas du ratio d'indépendance financière, c'est le cas également de certains ratios, pour voir si, par exemple, en termes de besoins en fonds de roulement, est-ce qu'il n'y a pas un problème de négociation de vos délais clients, de vos délais de stockage par rapport, par exemple, à vos délais fournisseurs. Tout ceci fait partie effectivement de l'analyse financière. Votre fidèle serviteur que je suis avait, en étant à la BOAD, eu l'occasion de monter un logiciel d'analyse financière de projet qui était utilisé par la banque et apparemment la banque l'utilise jusqu'à présent. Ce logiciel effectivement est à ma disposition au cas où certains chefs d'entreprise voudraient l'avoir, bien entendu, pour parfaire leur analyse financière, pour également essayer d'en faire cette analyse financière
un outil d'aide à la décision. En tout cas, voilà aujourd'hui pour notre session. Je vous remercie infiniment encore une fois pour l'attention que vous prêtez à ce séminaire et je voudrais vous dire à très bientôt et au revoir.